Bonjour, bonjour à tous ceux qui arrivent pour ces lundis pédagogie d'Agrium où pendant ce cycle, on parle des différents jeux sérieux pour les apprentissages qui existent au sein de notre réseau. Et donc aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Vincent Thénard, qui est zootechnicien, chercheur à l'INRAE au sein de l'UMR Agir et qui va nous parler, Agir à Toulouse, hein, et qui va nous parler aujourd'hui du jeu l'Oracle. Alors, comme c'est un acronyme et que je ne veux pas écorcher cet acronyme, je laisserai Vincent nous présenter ce jeu. Et donc, Vincent, tu vas avoir la parole, donc tu peux mettre ton écran partagé. Pendant ce temps-là, je précise aux personnes qui arrivent que vous avez deux façons d'interagir avec nous. La première façon, c'est le chat ou le fil de discussion ou converser selon votre plateforme et dans laquelle je vous mettrai quelques informations, mais vous pouvez aussi vous mettre des informations si vous le souhaitez. Et l'autre rubrique importante pour nous, et pour vous, je pense, c'est les questions-réponses, puisque dans la rubrique Q et R, vous pouvez poser toutes vos questions à Vincent et à moi si vous le souhaitez, mais c'est une question de fond, hein. Moi, c'est seulement dans le chat si vous avez des problèmes techniques, mais sinon, toutes les questions sur le sujet de l'oracle, c'est dans Q et R. Et donc, je vous laisse, vous pouvez les poser au fil de l'intervention. Donc, je laisse la parole à Vincent Thénard, qui va à la fois compléter sa présentation s'il le souhaite et parler du jeu l'Oracle. Et on se retrouve au bout de son intervention pour les questions-réponses. Vincent, donc tu as la parole. Merci Philippe. Est-ce que tu peux juste me confirmer qu'on voit bien Oui, ton écran? tout va très bien. Bon, c'est parfait. Voilà, donc je vais juste rapidement compléter ce que Philippe a dit à mon sujet. Donc, je suis ingénieur à l'INRA à Toulouse, à INRAE à Toulouse, donc dans l'UMR Agir, et je travaille sur les questions de changement des pratiques agricoles depuis un certain nombre d'années en élevage, dans des élevages herbivores, et j'étais amené à m'intéresser aux questions de transition agroécologique. Et cette transition agroécologique fait écho à la fois à la nécessité de l'adaptation, la résilience des élevages face à différentes formes d'aléas, et en particulier l'aléa du changement climatique, des changements climatiques. Euh, Ce qui fait que ce que j'ai le plaisir de vous présenter aujourd'hui, ce jeu, l'Oracle. Alors, je vais vous le dire une fois ce qu'il veut dire, mais comme c'est un acronyme un peu alambiqué, on ne le retient pas forcément. C'est levier d'autonomie pour résister aux aléas climatiques. Voilà. C'est à la fois simple et à la fois c'est pas très facile de le retenir au regard des lettres, mais on trouvait que l'oracle était intéressant dans le jeu de mots que ça peut susciter. Alors, comme je viens de le dire, mes travaux de recherche avec mes collègues s'insèrent dans les questions d'accompagnement de la transition agroécologique en élevage. Et ce jeu a pour objectif de développer l'autonomie des élevages de ruminants. L'autonomie, c'est un sujet sur lequel j'ai travaillé depuis un certain nombre d'années pour regarder à la fois ce que font des agriculteurs, en particulier des éleveurs de brebis laitières, mais aussi de regarder l'autonomie de manière un peu plus générale, au-delà de la seule autonomie alimentaire ou fourragère, pour, avec un collègue, travailler sur des questions de systèmes sociotechniques en lien avec l'autonomie. Donc tout ceci pour expliquer finalement un peu le background que j'ai de cette autonomie, de ce travail sur l'autonomie en élevage du ruminant. Vous aurez, je pense, la vidéo et je ne sais pas s'il y a les diaporamas, mais en tout cas, il y a mon adresse email si vous avez des questions à l'issue de ce webinaire. Aline Rae, c'est assez facile, c'est mon prénom, mon nom, et puis inrae.fr. Alors, la présentation que je vais vous faire va tenir en 3 temps. Bien évidemment, c'est parler de la genèse du jeu, finalement, pourquoi on a été amené à faire ce jeu, vous le présenter, et puis à la fin du webinaire, vous parler un peu des usages de ce jeu, l'Oracle, dans le développement agricole et l'enseignement, puisque c'était un point particulier à mettre en avant aujourd'hui.
Alors, la genèse de ce jeu prend, je dirais, racine dans un projet sur le Massif central, qui est le projet Mélibio, pour lequel il y a eu plusieurs tranches. Donc, c'est un projet porté par le pôle bio Massif central, qui avait comme vocation à s'intéresser à la manière dont finalement les éleveurs valorisent la diversité des espèces fourragères ou de la diversité de pratiques culturales, et ce pour sécuriser leur système d'alimentation. Alors, c'était centré sur le Massif central, mais le Massif central au sens assez large, puisque on a débordé largement sur l'Aveyron et même sur le Tarn, vous le verrez. Alors, dans le cadre de ce projet Mélibio, il y avait un point particulier qui était la question finalement de l'accompagnement des éleveurs à renforcer l'autonomie, à sécuriser leur système fourrager par rapport à des aléas climatiques et notamment les questions de sécheresse qui s'accroissent, de températures qui augmentent et de pluviométrie qui peuvent être de manière beaucoup plus erratique dans le temps. Alors, juste une petite carte pour illustrer. Alors, on ne voit pas trop parce que c'est petit, mais plus vous avez du rouge foncé, plus en fait il y a une élévation de température qui est dans les modèles à l'horizon 2050. En gros, le cadre de Mélibio, c'était de s'intéresser sur cette question de changement d'horizon 2050 à peu près. Alors, dans ce projet-là, qui englobait un certain nombre d'actions de recherche-développement, moi, je me suis particulièrement intéressé à la question, finalement, de l'adaptation et de la transformation des pratiques des éleveurs. La première chose que j'ai fait quand j'ai commencé à travailler sur ce projet, c'était d'essayer de formuler ce qu'on voulait dire par changement climatique sur le Massif central. Alors, sur cette diapositive, vous voyez en fait un certain nombre de diagrammes ombro-thermiques avec les paysages en dessous. Vous avez ici le Limousin avec le diagramme de Guéret et l'Aveyron. Alors, pour ceux qui connaissent le Larzac, ce petit monticule est très, très connu au pied du Larzac. Et la vallée, et le diagramme ombro-thermique de Millau. Alors, pour ces deux villes, Guéret et Millau, en fait, on est sur les modèles qui prédisent ce temps à l'horizon 2050. Donc, c'est un climat avec, vous le voyez, une période de sécheresse estivale beaucoup plus marquée sur l'Aveyron que sur le Limousin. Mais par rapport à l'actuel que j'ai parmi là, on a une diminution des précipitations et une augmentation des températures. Et alors, dans le projet Mélibio, ce que l'on se disait, c'est que finalement, aujourd'hui, il y a déjà des éleveurs qui sont dans des configurations de climat similaires à ce que pourrait être le climat à l'horizon 2050 dans le Massif central. Et alors, on a essayé d'explorer des territoires qui aujourd'hui avaient des climats similaires à ce que pourrait être le climat en 2050 dans le Massif central, tout en gardant quand même un côté zone de montagne, des jours de gel en hiver, parce que sinon, on a des difficultés à faire un parallèle entre les systèmes fourragers que l'on peut trouver là-bas et puis que l'on trouverait ou qu'il faudrait développer pour le Massif central à l'horizon 2050. Alors, on a trouvé deux zones qui paraissaient intéressantes. La Toscane, en Italie, avec donc là le diagramme ombro-thermique de Volterra. Donc ça, c'est le diagramme du climat aujourd'hui, ou plus exactement des 30 dernières années. Et puis Gérone, en Catalogne, donc dans le nord-est de l'Espagne. Vous voyez que c'est aussi des zones de montagne où on voit beaucoup de prairies, donc ce ne sont pas des zones de grande culture, mais bien des zones d'élevage. Et donc, le premier travail qui a été mené, c'était d'aller réaliser des enquêtes en Catalogne et en Toscane avec donc un étudiant qui, en 2015, est allé faire une quinzaine d'enquêtes auprès d'éleveurs, a mené des entretiens auprès d'experts, conseillers agricoles, conseillers fourrage, en Espagne et en Italie, dans ces deux régions, avec l'objectif d'aller s'intéresser à l'ensemble des types de production que l'on peut trouver dans le Massif central, donc des bovins laits, des bovins viande, des ovins laits, et ce en agriculture biologique, puisque le projet Mélibio était un peu centré sur l'agriculture biologique, même si les enseignements qu'on en tire sont bien évidemment
utilisables et utiles pour toute forme d'agriculture. Dans ces deux régions, on a identifié finalement 4 stratégies fourragères, pour aller assez rapidement aux résultats. D'une part, une première stratégie qui vise à avoir des systèmes d'élevage intensifs qui sont non pâturants et irrigués, c'est-à-dire finalement des animaux qui sont en bâtiment. Alors, ça peut paraître surprenant de parler d'autonomie fourragère et de se dire finalement on met les animaux en bâtiment, mais ça fait partie des réactions ou des manières dont les éleveurs s'adaptent à des contraintes climatiques fortes. Deuxième stratégie que l'on retrouve notamment en Toscane, c'est de l'élevage avec du pâturage certes limité, mais des apports de stock qui peuvent être produits en partie sur l'exploitation. Des élevages qui sont pâturants et qui utilisent des cultures d'hiver. Et enfin, des élevages qui sont beaucoup plus pâturants, basés sur des prairies, pas forcément des prairies naturelles, mais des prairies semées. Donc ces 4 stratégies, en fait, elles nous ont permis en fait, de voir de quelle manière les élevages avaient développé une adaptation à des périodes de sécheresse, notamment estivales. Et ça, on en a tiré à la fois des types de ressources mobilisées par les éleveurs, comme par exemple la luzerne, qui est fortement utilisée en Italie, en Toscane notamment, mais aussi des cultures fourragères annuelles. Et ça, c'était un peu un enseignement que l'on a vraiment découvert dans ce travail, c'était de voir la richesse et la diversité des types de cultures qui pouvaient être mises en place par les éleveurs au cours d'une année. L'usage de prairies à fleurs variées, mais pour autant, c'est assez peu fréquent. Alors, on l'a mentionné parce que dans le cadre du projet Mélibio, il y a tout un volet sur la mise en place et d'un outil de réalisation de prairies à fleurs variées, qui est l'outil CapFlore, qui est développé par un de mes collègues, Vladimir Goutier, de l'UMR Agir. Donc, on faisait un focus sur les prairies à fleurs variées pour voir de quelle manière c'était effectivement utilisé par les éleveurs dans ces régions. Et puis, un autre élément un peu particulier, qui était l'utilisation de zones boisées par des troupeaux dans ces régions de Toscane et de Catalogne. À côté des types de ressources, les éleveurs de ces régions mettent en place aussi des pratiques particulières, comme la mise en place de stocks dans différentes périodes de l'année pour recourir à des fourrages stockés en période de sécheresse, mais aussi l'utilisation de l'irrigation, et puis bien évidemment l'achat d'aliments. Alors ça peut être des aliments concentrés, mais pas uniquement, c'est aussi des aliments grossiers qui peuvent être achetés. Donc, l'ensemble de ces différents types de ressources et de pratiques, donc là, je le fais très, très rapidement. Bien évidemment, on est allé beaucoup plus en détail sur la diversité des types de cultures fourragères, etc., des types d'aliments. L'objectif du webinaire n'est pas tant de regarder ça en détail que de vous présenter le jeu, donc je passe rapidement là-dessus. La troisième phase du travail que l'on a mené dans Mélibio, c'était de voir finalement si ces leviers qu'on avait identifiés pour renforcer l'autonomie était valable pour le Massif central. Alors ça, on l'a développé en 2017 avec un autre étudiant, une étudiante, où l'on a cherché à valider les leviers identifiés en Catalogne et en Toscane. Et on a aussi cherché à enrichir ces options observées à partir de la biblio avec des entretiens d'experts aussi. Le deuxième objectif, c'était de pouvoir proposer une démarche de réflexion entre éleveurs et conseillers agricoles sur le changement climatique et l'autonomie de leur exploitation. Et pour ça, donc d'identifier les aléas climatiques critiques dans les exploitations et de mettre en situation les éleveurs dans la manière dont ils pouvaient adapter leur système fourrager. Donc, on a travaillé sur 3 zones différentes. Le Haut-Limousin, donc la Corrèze, où on est essentiellement des élevages bovins viande et production de broutards. L'Écosse de l'Aveyron, où on produit du lait, notamment pour l'AOP Roquefort, mais pas que, mais en tout cas voilà, du lait de brebis. Et puis les coteaux et collines de l'Albigeois, qui est vraiment la frange sud du Massif central, où là on a des systèmes de grande culture, mais aussi des bovins allaitants et des bovins laits. Et dans ce cadre de travail, on a travaillé là avec un groupe d'éleveurs de vaches laitières. Ce qu'on a fait avec ces éleveurs et leurs techniciens, c'était de voir de quelle manière, finalement,
l'évolution de leur système pouvait se faire au regard d'un certain nombre d'aléas qui étaient critiques pour les exploitations et pour le territoire dans lequel ils se trouvaient. Alors ça, c'était au choix des techniciens et des éleveurs de choisir finalement sur quel aléa travailler. Et puis après, on a utilisé un outil qui est l'outil Rami Fourager, que j'imagine un certain nombre d'entre vous connaissent, donc qui est un jeu sérieux qui a été développé par Guillaume Martin, là encore de l'UMR Agir, et donc qui permet en fait de reconstituer un système fourrager au regard de l'évolution de la pousse de l'herbe ou de la pousse des récoltes, des cultures fourragères, avec des aléas, enfin avec des années climatiques définies. Donc, on a travaillé en atelier avec les éleveurs et les conseillers agricoles pour faire émerger à la fois des leviers stratégiques et des leviers tactiques sur leur exploitation. En gros, 3 grandes orientations. Une orientation plutôt stratégique, c'est-à-dire vraiment de transformation de fond des systèmes dans les zones bovins allaitantes de plutôt une orientation d'évitement, c'est-à-dire sur le Larzac, difficulté à avoir des fourrages et de qualité et en quantité suffisante en été. Donc, la stratégie d'évitement, c'est plutôt d'aller faire de l'achat ailleurs ou de décaler les périodes de lactation. Et puis une orientation plutôt tactique, c'est-à-dire un peu du coup par coup, en fonction des années, en fonction des opportunités, sur les coteaux du Tarn auprès d'éleveurs de vaches laitières. Alors, vous me dites, là c'est bien joli tout ça, mais pourquoi on ne parle pas encore du jeu? Alors le jeu finalement, il est né de ça, il est né de ce travail qu'on a fait et qui me paraissait nécessaire d'aborder dans le cadre de Mélibio. Et il se trouve que dans le même temps, il y avait un autre projet qui était le projet Opti Alibio, qui était développé par des collègues de l'Institut de l'élevage et de l'ITAB, qui avaient eux aussi travaillé sur des questions de levier d'autonomie. Alors il se trouve que dans le projet Mélibio, il y a des collègues de l'ITAB qui étaient partenaires du projet et le même collègue était et dans Mélibio et Opti Alibio, et à un moment donné, il a eu l'idée de se dire, mais si on essaie de rassembler ce qu'on a obtenu dans nos 2 projets et de mettre en synergie finalement ces acquis pour créer un jeu qui serait simple d'usage et qui permettrait d'outiller des ateliers de co-conception entre éleveurs et conseillers agricoles. Donc, les partenaires finalement de la création de ce jeu, l'Oracle, c'est l'INRAE, l'ITAB, l'Institut de l'élevage et puis le pôle bio Massif Central qui était à l'origine du projet Mélibio. Maintenant, je vais vous présenter le jeu. Alors, il se compose d'une quarantaine de cartes leviers d'autonomie. Et alors, le principe du jeu, c'est finalement, dans un contexte climatique changeant, on cherche à stimuler la réflexion d'éleveurs ou d'étudiants, de conseillers agricoles, pour rechercher finalement le maximum d'autonomie au sein de l'exploitation. Alors, ça fonctionne pour des élevages de ruminants qui vont consommer des ressources fourragères. Et puis, l'ensemble des cartes vont décrire finalement différentes manières de pouvoir mettre en œuvre de nouvelles cultures, des adaptations du système, et on va y revenir. Alors, ça, vous avez le côté pile du jeu de cartes, et on reviendra un peu sur le descriptif de ce trèfle à 4 feuilles. Ce qui est important à dire, c'est que finalement, l'oracle, c'est un support que l'on veut intéressant pour pouvoir identifier des solutions que les éleveurs pourraient mettre en œuvre pour développer leur autonomie fourragère par rapport à des changements climatiques qui vont être ciblés sur un territoire donné et par rapport à des systèmes de production donnés. Alors, les cartes, en fait, elles sont réparties dans différentes familles de leviers, et ces 9 familles de leviers, qu'on va aborder rapidement, elles sont dans 4 grandes catégories. On a une première grande catégorie qui est finalement une entrée assolement. Donc, qu'est-ce que l'on pourrait faire sur l'assolement de l'exploitation pour s'adapter au changement climatique ou à des aléas climatiques? Alors, on a une famille prairie. Il y a une famille légumineuse fourragère, une famille culture fourragère annuelle. Vous retrouvez ce que je vous disais tout à l'heure de l'enseignement des travaux qu'on a menés dans Mélibio, notamment sur cette question des cultures fourragères annuelles.
On a un autre d'autres types de leviers qui sont plutôt des leviers itinéraires techniques, dans lequel on a distingué 3 familles, la famille pâturage et fauche, la famille surplus d'herbe et la famille pratique culturale. On a des leviers qui renvoient à des leviers zootechniques. On ne voulait pas rester uniquement sur le côté système fourrager, mais aussi d'aborder la question animale, en se disant que finalement, une des solutions, parfois pour s'adapter, ça peut être de réduire des besoins. Alors, il y a des cartes qui renvoient à la famille réduction des besoins des animaux. Et puis aussi l'adaptation de la production aux ressources disponibles, ce qui, à mon sens, est un élément essentiel quand on réfléchit, on pense agroécologie. Et puis un dernier ensemble de leviers qui sont des leviers réseau, dimension sociale, liés à la filière ou à l'organisation des agriculteurs entre eux. Comment se compose une carte? Alors vous avez là le verso d'une carte, qui est l'exemple prairie multi-espèces. Pour chaque carte, en fait, on a une description du levier, donc une description synthétique. On a une présentation des avantages, des inconvénients, alors au regard de ce qui est connu dans la littérature, des approches qu'on a pu avoir avec les différents experts qui ont pu donner des éléments sur ces prairies, et puis aussi ce qu'ont pu en dire les éleveurs au cours des différents ateliers, des enquêtes qui ont été menées. Alors, avantages et inconvénients des leviers. Parfois, les avantages et les inconvénients peuvent être modulés en fonction des régions sur lesquelles on travaille. Il y a la famille du levier qui est rappelée en bas avec une couleur. Et puis, il y a quelque chose qui est important, c'est la méthode de mise en œuvre, ou ce que j'appelle aussi la temporalité de la mise en œuvre. C'est-à-dire, finalement, est-ce que c'est un levier sur lequel on peut agir en réaction à un aléa climatique ou à quelque chose, ou est-ce que c'est quelque chose qu'il faut anticiper et qu'il faut construire dans la réflexion du système fourrager une année avant, voire parfois plus longtemps avant? Alors, cette description synthétique, les avantages, les inconvénients, la temporalité de la mise en œuvre, tout ça fait qu'il y a une certaine facilité d'appropriation par les joueurs, et j'y reviendrai tout à l'heure en parlant justement de ce qui a été fait avec les étudiants. Juste pour illustrer, que vous ne soyez pas trop frustrés, puisque vous n'avez pas les cartes en main, si je puis dire, voilà quelques exemples. Prairie d'association binaire graminées légumineuses, qui renvoie à la famille prairie. C'est un levier d'anticipation, de même que la mise en place de prairies artificielles de Saint-Foin, par exemple, renvoie à la famille légumineuse fourragère, et là aussi, il faut l'anticiper. En revanche, le report sur pied, qui est une famille, dans la famille surplus d'herbe, qui donc renvoie à des itinéraires techniques particuliers, là, c'est quelque chose que l'on peut mettre en œuvre en réaction. Vous vous rendez compte, par exemple, en tant qu'éleveur, qu'il va y avoir des difficultés à avoir du fourrage, vous allez laisser une prairie en report sur pied. Alors certes, la qualité ne sera peut-être pas au rendez-vous, ne sera sûrement pas au rendez-vous, mais au moins, ça permettra d'avoir du fourrage grossier pour les animaux à un moment donné. Et puis, pour prendre un levier zootechnique, puisque je suis zootechnicien quand même pour illustrer ça, la famille adaptation aux ressources, c'est par exemple chercher à associer davantage dans l'exploitation la production laitière à la pousse de l'herbe, par exemple en développant des vélages toute l'année. Voilà. Alors, finalement, comment on joue à ce jeu l'oracle? Alors, une règle du jeu est proposée dans le kit que vous pourrez aller télécharger, on y reviendra, afin de faciliter finalement l'usage entre des éleveurs et un conseiller agricole qui veulent répondre à des questions concrètes liées aux conditions, aux aléas que rencontrent des éleveurs. Alors voilà, il y a une manière d'utiliser cette règle du jeu, mais après c'est un jeu qui est très libre et en fait ce jeu de cartes on peut l'utiliser un peu comme on a envie, pourvu qu'on utilise effectivement les données qu'il y a sur ces cartes. On peut l'utiliser comme un jeu de bataille, il y a différentes manières de l'utiliser et c'est à chaque utilisateur de trouver un moyen intéressant. Ce que je vais vous présenter, c'est quand même ce qu'avec mes collègues de l'Institut de l'élevage et de l'ITAB, on a un peu réfléchi, c'est-à-dire comment on mettra en œuvre ce jeu avec des éleveurs et un conseiller agricole. Alors, la première chose, c'est finalement, il faut valider une question par l'ensemble des participants.
par exemple, nous souhaitons atteindre l'autonomie fourragère l'été. Alors, ce qu'il faut dire, c'est que généralement, les groupes d'éleveurs sont des groupes avec une production similaire. Par exemple, des éleveurs de vaches laitières ou des éleveurs de brebis laitières ou de production de broutards, donc qui peuvent avoir des objectifs similaires et du coup être confrontés à des questions semblables. Donc, par exemple, et ça c'était vraiment une question posée notamment dans le Tarn, je me rappelle de ça, nous souhaitons atteindre l'autonomie fourragère en été, parce que finalement en été il y a sécheresse et manque de fourrage. Alors, bien sûr, on distribue les cartes et ensuite chaque joueur va choisir finalement dans son jeu la carte qui lui semble répondre de la manière la plus adéquate à l'objectif, à la question posée. Ensuite, il y a une discussion et l'ensemble des éleveurs, des participants, essayent de classer finalement les différentes cartes selon les différents critères, donc les critères efficacité du levier, facilité de mise en œuvre, c'est-à-dire le côté anticipation ou réaction. Et puis bon, il y a aussi un point que je n'ai pas abordé qui est le coût de mise en œuvre. Je l'aborde assez peu parce que moi je travaille avec ce jeu surtout avec des étudiants et finalement le coût c'est quelque chose qui est difficile à aborder avec eux. Et puis pour moi, c'est pas très facile parce que ça peut être très très dépendant et du contexte et du territoire. Donc bon, c'est pas un élément qui moi me paraît le plus pertinent dans le jeu. Donc c'est pour ça que je l'omets un peu de temps en temps, enfin assez facilement. Bref, c'est de classer les différentes cartes selon les critères et puis après d'avoir une décision collective du groupe pour ne finalement retenir qu'une carte par critère, une ou deux cartes par critère. Et c'est un peu le bilan de cet atelier qui normalement se déroule pour une question en 3 tours de jeu, c'est-à-dire qu'à chaque fois on peut apporter 3 cartes et puis discuter finalement de la meilleure carte à retenir. Alors, les usages de ce jeu, pour rentrer dans qu'est-ce qu'on en a fait, c'est pour moi vraiment un outil pour la co-conception de systèmes fourragers innovants. Alors initialement, le but c'était vraiment ça, c'était de créer du dialogue, de l'échange entre des éleveurs pour trouver des solutions d'adaptation. Il a été utilisé ce jeu avec différents groupes d'éleveurs en France et il y a eu plusieurs demandes de conseillers agricoles de pouvoir l'utiliser. Le jeu est simple, il ne nécessite pas de préparation particulière, il n'y a pas besoin de chercher une adaptation à une région, ni même à des aléas climatiques particuliers. Contrairement au rami fourrager, pour ceux qui ont pu l'utiliser, avant de l'utiliser, il y a vraiment un travail important à faire de formalisation des baguettes fourrage, de construction des années type. Là, effectivement, c'est un jeu très, très frustre, mais qui permet en fait de générer la discussion. C'est essentiellement ça l'objectif et l'enjeu. Et puis, on peut l'adapter aussi à d'autres régions et à d'autres spécificités parce qu'il y a des cartes vierges qui permettent en fait de mettre des leviers auxquels on n'aurait pas pensé ou qui seraient des leviers qui seraient présents, par exemple, des types de couverts, des types de fourrage utilisés dans une région particulière. Les tours de jeu, c'est quelque chose qui est itératif, c'est-à-dire on revient sur ce qui a été discuté avant, donc on remet en discussion et en construction finalement le raisonnement de quel est le levier le plus intéressant. Et puis on peut finalement capitaliser sur les solutions retenues dans les groupes, dans le cadre de projets de développement. Et la suite qui est suggérée notamment par mes collègues de l'Institut de l'élevage, c'est de voir comment finalement, au-delà de ce temps d'atelier de co-construction, de co-conception, on peut mettre en place des expérimentations chez des éleveurs, de solutions qui ont été identifiées au cours de l'atelier, par exemple un couvert spécifique, une pratique, voilà. Et quelque part, ça devient vraiment le début d'un réel travail d'accompagnement de la transition agroécologique. Alors vous me direz, dans l'enseignement, qu'est-ce qu'on peut en faire? Alors, quand moi j'ai voulu utiliser, alors je ne fais pas de développement agricole évidemment, donc c'est vrai que moi je ne travaille pas avec des groupes d'éleveurs, sauf quand on est dans des approches de projets de recherche. En revanche, je fais de l'enseignement et je me suis dit, mais est-ce que ce jeu, on ne pourrait pas l'utiliser dans des TD avec les étudiants? Alors, ma grande crainte était de me dire, finalement, les étudiants, ce n'est pas des agriculteurs qui tout de suite voient ce que c'est quand on parle de couvert de ceci, de semis, voilà. Donc, finalement, est-ce que la connaissance des étudiants est suffisante pour s'approprier le jeu? Alors, finalement, l'oracle, je l'ai utilisé plusieurs fois.
depuis 3 ans à peu près, dans des TD avec les étudiants de 3e année à l'école d'agronomie de Toulouse, mais aussi à l'Université fédérale de Rio Grande Sul au Brésil en 2019, parce que je suis allé faire une mission de 3 semaines là-bas, d'échange avec le projet Café Scofé Cube. Et à cette occasion, en fait, j'ai travaillé avec des étudiants. Et alors, pour le coup, mes cartes, elles étaient en français. Alors, il y avait dans le groupe quelques-uns qui connaissaient le français. Et en fait, ils ont réussi quand même à s'approprier très facilement les cartes et à pouvoir générer des scénarios d'évolution et d'adaptation des systèmes, à la fois, même si le jeu était plutôt développé pour les systèmes fourragers en France, et puis avec le barrage de la langue, preuve que finalement, il y avait une interaction très, très forte dans les cartes et ce qui en est sorti était vraiment intéressant dans les réflexions et ça leur donnait des idées même par rapport à l'évolution des systèmes au Brésil. En fait, très vite, les étudiants comprennent le fonctionnement et voient les infos qui sont mises à leur disposition pour construire la réflexion. Le bilan que je tire finalement de l'utilisation de ce jeu auprès des étudiants, c'est que ça permet vraiment de découvrir la diversité des leviers possibles pour adapter les systèmes fourragers. En fait, c'est le retour qui est fait en permanence, c'est de dire finalement, on n'imaginait pas que pour faire évoluer le système fourrager, on pouvait jouer sur autant de cartes, autant de leviers différents, et en particulier les leviers zootechniques, les leviers réseau, là, on n'en a pas vu, mais… et donc ça crée une grande richesse de réflexion pour les étudiants. Et puis ça permet de créer du débat, parce que les uns et les autres ont quand même des expériences différentes, et ça leur permet aussi de construire un argument sur finalement, on utilise telle ressource plutôt intensive, mais si on utilisait une ressource qui demande moins d'intrants, est-ce que finalement, comment on va utiliser la balance entre production, quantité, qualité, etc. Donc, c'est des choses qui sont intéressantes. Et donc, pour moi, c'est un jeu qui est intéressant pour construire un vrai travail de réflexion sur comment produire autrement et donner cette envie et ces éléments à des étudiants. Alors maintenant, la balle est dans votre camp, rien ne vous empêche de jouer à ce jeu et d'aller voir à quoi il ressemble vraiment. Alors, il se télécharge gratuitement, il est libre de droit, donc voilà, vous avez le lien sur lequel vous pouvez cliquer. Donc après, c'est un ensemble de cartes qu'il faut imprimer, voilà, et après de pouvoir jouer avec. Voilà, je crois que j'ai atteint le temps et la fin de la présentation. Donc voilà quelques images de jeux, et notamment là, c'est des étudiants du Brésil. Voilà, j'ai ramené les partenaires financiers et des projets et du jeu. Je vous remercie de votre attention et je suis complètement prêt à répondre à toutes les questions que vous pouvez vous poser. Alors, je suis désolé du côté un peu frustrant parce que vous n'avez pas pu toucher les cartes. On a vu que très brièvement, mais j'imaginais que ça aurait été trop fastidieux de vous passer les 40 ou 43 leviers différents. Voilà, je vous laisse les imaginer, mais on peut répondre aux questions. Merci beaucoup Vincent donc, pour cette présentation. Donc effectivement, hein, l'objectif de ces webinaires, c'est bien de donner un minimum d'explications par les concepteurs et les usagers du jeu, des premiers usagers du jeu, pour pouvoir ensuite encourager d'autres personnes à utiliser le jeu. Donc, il n'y a pas de souci, surtout qu'il est en accès libre. On peut télécharger l'ensemble des outils pour le jeu. Ça veut dire quand même peut-être que ça veut dire que du coup, le téléchargement, si on veut après avoir une approche avec comment dire, si on veut le customiser en faisant des jeux cartonnés ou autres, après, il faut le retravailler ou tout est vraiment, c'est un kit d'usage direct. En fait, très concrètement, c'est un fichier PDF. Et donc, moi, j'ai imprimé le fichier PDF sur une imprimante qui pouvait recevoir du papier épais. D'accord. Un peu pas plastifié, comme on dit ça, un peu… du papier… comment on appelle ça, enfin, genre carton Bristol, quoi. Donc, d'accord, ok. c'est assez solide, hein, c'est robuste.
OK. Bon, donc là, il y a quelques questions. Alors peut-être il y en a une, si tu peux faire un copier-coller du lien de téléchargement directement dans le chat, ça serait bien parce qu'il y a une elle n'a pas eu le temps de l'enregistrer, ou tu remets ton diaporama pour la dernière, mais c'est mieux dans le chat, comme ça ils font un Ah, copier-coller je plus vais le mettre dans facilement. le chat. Ouais. Hein. Voilà, donc première question, parce qu'il y a des personnes qui sont arrivées en retard. Rappelle la description de l'acronyme l'Oracle pour ceux qui n'étaient pas là au début. Oui, Donc, alors levier, l'oracle, c'est levier d'autonomie. Alors, je ne sais jamais si c'est pour résister ou de résistance. Attendez, hein, je le retrouve tout de suite. Pour résister. C'est levier d'autonomie pour résister aux aléas climatiques. voilà. Alors, Donc, le clé de l'oracle, c'est le début et la fin de climatique. Heureusement qu'il est là, celui-là. Sinon... alors une question plus technique. Tu parles tu as montré différents exemples d'élevage. On n'a pas parlé des chèvres. Est-ce que, euh, est-ce que pour les caprins, le jeu est pertinent de la même façon que pour les autres élevages? Alors, bah, pour moi, il y a aucun élément rédhibitoire qui ferait que ce ne soit pas pertinent pour les chèvres. Pour la bonne et simple raison que de toute façon, les cartes, elles sont créées sur des références ou de bibliographie ou d'éléments à dire d'experts ou issus des échanges avec les agriculteurs pour qualifier les inconvénients, les avantages des leviers. Pourvu que les leviers soient des leviers utilisables dans des exploitations qui ont des chèvres. Voilà. Alors après, évidemment, on l'a développé en ayant travaillé avec des éleveurs de vaches laitières, de brebis laitières. Donc, on a quelques cartes qui sont des éléments, notamment sur l'adaptation des animaux, enfin des besoins des animaux au système fourrager. On a une carte sur les vaches laitières, une carte sur les brebis laitières. On n'a pas la carte sur la chèvre, mais rien n'empêche d'utiliser les cartes vierges pour faire une carte d'adaptation. Alors, je ne sais pas, ça pourrait être je dis un peu n'importe quoi parce que je ne connais pas beaucoup en production de chèvres, mais ça pourrait être de dire je limite le temps de lactation, le temps de traite au cours de l'année de mes animaux, et je vais avoir une période où les besoins seront moindres, ce qui me permettra effectivement de passer une saison très sèche. Il n'y a pas de... Voilà, donc réponse, D'accord. il n'y a Merci pour cette rien de réponse. rédhibitoire à ça. Euh, donc, il y a une question concernant le nombre de joueurs. Combien il faut de joueurs par rapport aux interactions, d'une part avec les professionnels, d'autre part avec les apprenants? Et puis peut-être je peux prolonger la question parce que tu as parlé de l'usage dans l'enseignement supérieur. Quid de l'enseignement technique? Est-ce que des enseignants de BTS ou de Bac Pro peuvent utiliser facilement le jeu? Oui. Euh, voilà, donc c'est deux questions sur le nombre de joueurs et sur les usages dans l'enseignement technique agricole. Alors, le nombre de joueurs, euh, pour moi, d'avoir 5-6 éleveurs, voilà, il ne faut pas qu'il y en ait forcément beaucoup plus parce que sinon, les tours vont être laborieux. En fait, généralement, on joue avec 3 tours au cours d'une partie, c'est-à-dire d'une question posée. Donc, voilà, pour pas que ça dure trop longtemps, pour que chacun puisse s'exprimer et puis qu'il puisse y avoir des échanges. Plus le groupe devient important, moins il y a de gens qui vont s'exprimer. Donc, que ce soit ce jeu ou que ce soit d'autres, c'est toujours un peu la même chose. 5-6 éleveurs, un technicien, c'est bien. Au-delà, ça devient compliqué. Et je dirais, avec des étudiants, c'est à peu près la même chose. Si on veut que chaque étudiant s'exprime, il faut qu'il y ait à peu près ce truc-là. Ok. Alors après, il y a des questions. Sinon, effectivement, il faut le penser autrement dans l'enseignement, c'est-à-dire le faire de manière peut-être plus itérative. C'est-à-dire, chaque étudiant propose un levier et c'est discuté par l'ensemble des autres élèves, des autres étudiants, des apprenants. Bon, peut-être. Moi, je l'ai utilisé plutôt avec des groupes restreints de 5-6 étudiants. Voilà. Pour la question, effectivement, ça a été fait dans l'enseignement supérieur. Moi, je ne vois pas de contre-indication
à ce que ce soit utilisé dans l'enseignement agricole, au niveau lycée agricole. Je dirais même au contraire, probablement nombre de, enfin, en fonction des filières, mais je pense par exemple ou à des BTS ou à des BTA, il y a probablement un, des connaissances et des compétences sur les systèmes fourragers, peut-être même plus marquées, plus affirmées que chez certains ingénieurs parfois. Donc, au contraire, ça peut leur parler très fortement. Et puis, souvent, ils sont issus de milieux agricoles pour beaucoup. Donc, ça fera écho aussi à ce qu'ils peuvent avoir chez eux s'ils sont avec des élevages à la maison. Mmh. Et peut-être, du coup, là, par rapport à la parce que le rami fourrager a été très, diffusé dans l'enseignement technique. Est-ce que avantages, inconvénients entre rami fourrager et l'oracle, bon, Ouais. j'ai bien compris qu'il y avait la question du coût d'entrée qui était, différent, plus facile dans l'oracle, mais au-delà, sur tout ce qui est, autonomie fourragère, est-ce que rami fourrager Alors, fait le job ou oui. est-ce que l'oracle, qu'est-ce qu'il apporte de plus? En fait, l'oracle ne va pas permettre de reconstruire un système fourrager en le quantifiant. On ne va pas dire j'ai tant de surface de ce couvert, j'ai tant de surface de ce couvert. Contrairement au rami fourrager qui permet à la fin effectivement d'élaborer un assolement, un système fourrager que l'on peut chiffrer avec des besoins animaux que l'on peut faire varier et des pousses d'herbes qui vont être fluctuantes en fonction des années climatiques. Donc on n'est pas du tout sur du quantitatif avec l'oracle, on n'est vraiment que sur du qualitatif. C'est plutôt de chercher à explorer finalement des choses que l'on ne fait pas dans le territoire dans lequel on est, mais qui peut se faire ailleurs, puisque tous ces leviers, en fait, on les a observés dans d'autres endroits. Mais c'est plutôt effectivement de susciter des idées, des envies. Par exemple, pour illustrer, des groupes d'éleveurs utilisant ces cartes se sont dit, mais oui, tiens, c'est vrai qu'on n'a pas pensé à ces couverts annuels qui résistent à la sécheresse, qui viennent de pays plus au sud. Nous, étant plutôt dans le nord de la France, on a aujourd'hui des périodes de sécheresse. Qu'est-ce que ça ferait d'aller expérimenter ce genre de couvert? Alors avec, est-ce qu'on a du gel en hiver? Est-ce que c'est rédhibitoire, etc., etc. Mmh. Donc, la différence, elle est vraiment là-dessus. On est sur un jeu qui cherche à apporter des éléments qualitatifs. Il n'y a pas du tout de quantification ni des stocks, ni du système fourrager dans son OK, ouais, c'est dans une démarche de plus vraiment de trajectoire, et un peu de prospective. Oui, tout à O fait. OK. Après, voilà, en fait, ce qui veut dire que, en fait, c'est très laborieux de mettre en place un rami fourrager euh, pour un groupe qui n'a jamais travaillé dessus, où on se dit finalement tous les champs sont ouverts de qu'est-ce qu'on pourrait faire. S'il faut commencer à créer, je ne sais pas, 20-25 baguettes différentes de différents types de fourrage, c'est impossible. On pourrait très bien imaginer, on fait un premier atelier qui permet d'identifier des leviers sur lesquels les éleveurs seraient prêts à s'intéresser concrètement en mettant en œuvre ça chez eux. Et après, on peut très bien réfléchir à créer ces baguettes pour les utiliser dans le rami fourrager pour aller quantifier. Ça pourrait être une étape avant de faire un rami fourrager adapté à un territoire, à une question posée. Alors il y a 2 questions là qui se ressemblent, qui se rejoignent sur l'idée de l'exploitation, du contexte d'exploitation, à partir duquel vous partez. C'est-à-dire que une question, les participants peuvent être dans des situations différentes, hein, les éleveurs. Cela n'induit-il pas une difficulté pour aboutir à un choix commun de levier? Comment faites-vous pour mettre en situation ces leviers avec les étudiants? Y a-t-il une exception type proposée? Et de même, une autre question, est-ce que vous partez d'un cas concret avec les apprenants au-delà de la question à traiter? Est-ce qu'on part d'un cas Oui, concret ou est-ce que on part d'un territoire avec du coup, des exploitations différentes qui vont, ouais, non, alors, pour le coup, si on veut pas parler un peu comme ça en général et dans le vide et que ça se rapproche du café du commerce, euh, il faut effectivement être dans du concret. C'est-à-dire que si on. Enfin, la question posée, il faut déjà que la question elle soit effectivement partagée par le groupe. Alors, quand c'est un groupe d'éleveurs,
Et il faut que ça renvoie à des préoccupations qui effectivement intéressent le collectif. Et ce que j'ai dit, je crois, c'est qu'il me semble plus pertinent d'être avec des éleveurs qui ont le même genre de production pour être confrontés aux mêmes enjeux, aux mêmes questions, aux mêmes réactions des animaux par rapport à des fourrages, etc. etc. Donc, c'est bien d'avoir plutôt des ateliers qui sont avec des éleveurs qui ont les mêmes types de production. Après, on peut prendre une exploitation de référence, type référence de cas type de l'Institut de l'élevage, ou bien prendre le cas de l'éleveur, d'un éleveur, par exemple. On va prendre cette exploitation. Qu'est-ce que... Mais comme là, on cherche des leviers qui n'existent pas forcément, finalement, d'avoir une vraie exploitation, ça n'a pas forcément beaucoup d'intérêt. Ce qu'il faut, c'est être dans le même objectif, du même type de production. Parce que là, pour le coup, on peut réfléchir les mêmes leviers. Parce que si effectivement on a un éleveur qui dit bah, moi je vais diminuer ma production de lait, l'autre qui dit bah, moi je vais changer ma période de broutard, bon, effectivement on est sur des leviers complètement différents, mais qui il n'y en a pas un qui va être mieux que l'autre, puisque on est dans deux exploitations différentes. Pour les étudiants, là je pense que c'est à l'enseignant de faire un choix en fonction de ce qu'il veut montrer. Si on veut, par exemple, travailler sur les questions de sécheresse estivale, de trouver des alternatives, ben, on va poser cette question comment on peut s'adapter à des sécheresses estivales, et là encore, en ciblant sur un type de production, pour justement permettre de canaliser les échanges et d'avoir quelque chose de construit derrière. Alors, justement, il y a une question autour de la complémentarité. Donc, il y a des leviers, mais du coup, ce qui est intéressant, c'est peut-être le système de leviers, la complémentarité entre les leviers et comment, du coup, pendant la phase de jeu, comment vous travaillez sur ces différents leviers en complémentarité, en synergie, pour arriver à avoir des réponses qui soient, qui intègrent plusieurs leviers en même temps. Ouais. Alors, il n'y a pas vraiment d'interaction entre les leviers entre eux, dans le sens de dire si je fais le choix d'un levier, ça va être antinomique avec un autre que je ne vais pas pouvoir mobiliser. Sauf cas très, très particulier, bien évidemment. On ne peut pas dire ben, je vais faire du lait en hiver et en même temps mobiliser un autre levier qui serait je vais faire du lait en été en achetant tous mes fourrages. Ouais. Parce que là, on est pour le coup dans deux trucs antinomiques. Mais sinon, après, il n'y a pas forcément d'interaction, ne serait-ce que parce qu'on ne va pas chercher à quantifier un système fourrager. De même qu'on peut poser des contraintes. Par exemple, on peut se dire, bon voilà, vous avez une exploitation dans laquelle on peut faire un peu de culture fourragère annuelle, mais on ne peut pas en faire plus que une certaine quantité parce que finalement, on a beaucoup de prairies naturelles permanentes, donc on a des surfaces labourables limitées. Alors, on ne va pas le quantifier, mais par contre, on va pouvoir engager une discussion sur finalement, si on a peu de possibilités, est-ce qu'il vaut mieux faire du moa ou est-ce qu'il vaut mieux faire du sorgho? Ou est-ce qu'il vaut mieux faire de la luzerne qui va pousser à plusieurs périodes dans l'année, ou alors focaliser vraiment une culture qui va donner du fourrage entre juillet et août, quoi. Voilà. C'est plutôt comme ça que se crée l'interaction. Ok, alors il y a deux questions de participants autour de la durée et de l'animation du jeu. Donc, en gros, combien de temps il faut pour pouvoir jouer et qu'il y ait des résultats en termes de durée du jeu ou de tour de jeu? Et puis, le posture de l'animateur, comment est-ce qu'il observe, il intervient, il accompagne, ou est-ce qu'il oriente, il est plus interventionniste pendant le jeu? Euh, alors, je dirais, si on utilise le jeu avec des éleveurs, le temps, là, pour le coup, il faut peut-être chercher à limiter le temps pour pas que ça déborde trop si les éleveurs sont trop bavards.
Une question, 3 tours de jeu, c'est 40-45 minutes, quoi, à peu près. Donc, si on veut aborder 2-3 questions, voilà, on a vite fait 2 heures, 2 heures et demie, le temps de présenter le jeu. Et là, pour le coup, l'animateur doit, à mon avis, se contenter d'animer et de donner la parole à chacun et de synthétiser les éléments. Mais c'est aux éleveurs de s'exprimer. Il n'y a pas forcément de choix. En tout cas, le conseil agricole n'a pas forcément des choses à dire de plus que ce que les éleveurs ont à échanger entre eux. Plutôt après, dans la suite, c'est de dire bon, comment on capitalise ça et qu'est-ce qu'on en fait. Dans l'enseignement, je dirais là, c'est plutôt un peu l'inverse. C'est-à-dire que bon, dans l'enseignement, il faut effectivement que les sessions soient assez courtes pour pas que ça devienne trop pénible, surtout si certains participent peu ou moins. Je pense que, pareil, une question, c'est 45 minutes à peu près. Et puis, moi, ce que j'ai fait, généralement, c'était deux questions sur 1 heure et demie de TD. Voilà. On avait des groupes, et donc après, il y avait un autre groupe, quoi. Mais sur un groupe, c'était 2 questions sur 1 heure et demie. La première question, elle est toujours un peu plus longue parce que forcément, il faut s'approprier le jeu, comment ça fonctionne. Et puis, à la deuxième question, c'est tout de suite beaucoup plus rapide. Après, ce qu'il ne faut surtout pas oublier dans l'enseignement, c'est souvent on travaille par petits groupes, c'est qu'à un moment donné, il y a une synthèse qui soit faite aussi. Et ce qui est intéressant, c'est de voir de quelle manière finalement des groupes différents vont faire émerger avec des justifications et des éléments pour, voilà, pour les expliquer, des leviers qui vont être différents. C'est intéressant parce que ça permet après de remettre en perspective finalement pourquoi dans tel groupe on a choisi ça, pourquoi dans tel groupe on a choisi ça. Ou éventuellement, en faisant aussi avec différents types de production, voir que finalement les leviers sur certaines productions, ce n'est pas forcément les mêmes que sur d'autres. Et là, pour le coup, l'enseignant, il doit faire son rôle d'enseignant, c'est-à-dire laisser les élèves, les étudiants échanger, discuter, leur dire s'il y en a un qui sort une grosse bêtise, bien sûr, de dire ça ne marche pas, c'est pas bon. Et puis après, pas forcément orienté, mais de bien encadrer. Ouais. Ok, donc c'est une bonne situation de pédagogie active, Oui. comme on dit. Et, alors justement, aujourd'hui, avec les questions de distanciel, est-ce que le jeu, vous imaginez, bon, pour l'instant, il n'est pas vraiment utilisable en atelier à distance. Eh bien, il n'est pas formalisé pour, mais cette année, avec les étudiants de l'ENSAT, en novembre ou décembre dernier, décembre je crois, je l'ai utilisé en m'appuyant sur, sur le logiciel Klaxoon. Alors, je n'avais pas eu le temps parce qu'en fait, on s'est retrouvé à être confiné alors qu'on imaginait qu'on allait pouvoir faire du présentiel, mais c'est tombé juste au moment où il y a eu le confinement qui a été décidé. Du coup, je n'ai pas eu le temps de tout mettre le jeu sur Klaxoon. Sinon, ça aurait pu être intéressant de mettre toutes les cartes, mais c'était trop long à faire. Du coup, j'ai envoyé les cartes sous forme PDF aux étudiants. Donc, ils les avaient sous les yeux. Et puis, après, on a utilisé l'outil Klaxoon, mais là encore, on n'avait pas les cartes, donc c'était juste l'outil board blanc, là, en mettant le nom du levier en post-it, et puis on a discuté un peu comme ça. C'était moins… Oui, oui. Donc, en tout cas, il y a Mais possibilité voilà, effectivement ça de peut le fonctionner. mettre en atelier. Mais bon, je pense que les échanges sont plus importants, surtout quand on a plusieurs sous-groupes à organiser, à faire travailler ensemble. Donc, du coup, en termes d'évolution là du jeu, parce qu'il y a une question autour de avez-vous un moyen de savoir si le jeu est utilisé et par qui? Comment Ouais, savez-vous quel impact il peut avoir au niveau des conseils agricoles, par exemple? alors ça, c'est vrai que c'est quelque chose qu'avec mes collègues, on était intéressés pour pouvoir essayer de suivre ça. Alors, il se trouve que bon, voilà, la personne de l'Institut de l'élevage qui a commencé le jeu en est partie, la personne de l'ITAB en est partie aussi, donc il y a eu du renouvellement de leur côté. Normalement, on avait dit, on voudrait voir effectivement qu'il y ait un suivi. Alors, je crois que je ne sais plus sur le lien où je vous ai mis s'il y a
il y a ça, mais je crois que sur le site de l'Institut de l'élevage qui le diffuse aussi, il y a une sorte de fiche à remplir des gens qui le téléchargent pour voilà, avoir un peu une info des gens qui le téléchargent et qui l'utilisent. Avec l'objectif effectivement de se dire il faut que derrière on ait une sorte de veille, de maintenance. Voilà. C'est ce qui existera bientôt à INRAE dans le cadre de la plateforme Gamea, ou je ne sais plus comment, dont nous a parlé un de tes collègues de Clermont-Ferrand, D'accord, peut-être. puisqu'il va y avoir un jour une plateforme où il y aura tous les jeux Hum. disponibles dans le champ agrobiosciences, évidemment, nous, on rediffusera sur l'université numérique AgriNew. Une dernière question avant de se quitter, puisque tu viens d'arriver. Finalement, si j'ai bien compris, les scénarios climatiques ne sont pas présentés en intro du jeu. Est-ce que ce serait utile dans les discussions? Alors, oui, pourquoi pas. On peut présenter des scénarios climatiques et oui, après, ça dépend qu'est-ce qu'on veut présenter dans les scénarios climatiques, quoi. Moi, ce que je trouve intéressant de ce jeu, c'est ce que j'ai présenté tout au début sur la démarche qu'on avait menée dans Mélibio. Donc, il y avait une phase enquête en exploitation et après, il y a eu la phase atelier de conception où on a utilisé le rami fourrager et où là, on pourrait très bien dire, on fait une phase, enfin, on a un atelier de conception et d'adaptation des systèmes d'éleveurs dans un groupe local avec un conseil agricole. On peut utiliser l'oracle et dans un deuxième temps, en ayant identifié quelques leviers, construire le rami fourrager pour aller plus loin et faire un rami fourrager avec de nouveaux leviers, de nouvelles baguettes fourrage par exemple, etc. Là, pour le coup, de présenter des scénarios, ça peut être intéressant, mais en fait, nous, la démarche qu'on a suivie, c'était plutôt de se dire finalement, au regard effectivement des aléas climatiques, enfin, des années climatiques à venir, il va y avoir des aléas. Et c'est de pointer ce que c'est qu'un aléa. Et c'est plutôt la discussion avec les éleveurs de se dire finalement, qu'est-ce que c'est qu'un aléa? Et la définition qu'on donnait d'un aléa, c'était de dire finalement, c'est une anomalie climatique, mais qui va avoir une dimension préjudiciable. Une sécheresse en hiver, ce n'est pas un problème, sauf peut-être pour les nappes, mais sinon, ce n'est pas un problème pour les cultures. En revanche, une sécheresse, même moindre, au printemps, là, ça va devenir un aléa climatique important et ça va être préjudiciable. Donc, c'est plutôt l'identification des aléas qui peuvent poser question, parce que finalement, les questions que l'on va chercher à résoudre avec l'oracle, c'est bien comment je fais du fourrage en été, comment je suis autonome au printemps, est-ce que j'arrive… Une question, par exemple, c'était, voilà, on a de plus en plus de printemps avec des phases de précipitation très importantes qui empêchent d'aller semer des fourrages annuels. Comment on fait pour faire évoluer le système fourrager si on n'arrive plus à semer au printemps? Donc ça, c'était une question que l'on peut résoudre avec l'oracle. Donc c'est bien d'identifier l'aléa plus que d'identifier des années climatiques particulières. Très bien, merci beaucoup Vincent pour cette participation. Vous avez, donc on arrête ce webinaire dans quelques secondes. Vous avez dans le chat le lien rapidement, vous pouvez encore le télécharger pour le temps qui vous reste. Et je vous dis à la semaine prochaine. La semaine prochaine, nous allons parler du jeu Mimix. Et donc à la semaine prochaine pour ceux qui seront intéressés par ce jeu Mimix. Encore merci Vincent. Et Merci à bonne vous. semaine à vous. Au revoir. Au revoir.